Bienvenue à la séance de la MRC de Dautry du 6 mars 2024. Le point 1, c'est lecture et adoption d'ordre du jour dont vous avez tous reçu. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Moreau, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À ma droite. M. Bérard. Juste pour signaler quand même, s'il te plaît, je n'ai pas reçu depuis 15 jours aucun courriel de la MRC suite au changement chez nous de fournisseur d'ordinateur, de système informatique. Donc, je n'ai aucun document que j'ai reçu. Et là, ce soir, on présente l'ordinateur avec les documents dessus. Donc, je n'ai reçu aucun document pour me préparer à la session ce soir. On a appelé. Le problème, il ne semblerait pas être réglé encore. Je trouve ça triste, dans un sens. Parce que même si on a changé de fournisseur, tous les autres gens, sociétés, comment je vais quoi, ça fonctionne tous. Tout le monde, ça fonctionne. Sauf le MRC, on ne comprend pas pourquoi. J'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi ça ne fonctionne pas, s'il vous plaît. Bon. M. Bérard, mardi passé, la ville de Sainte-Élisabeth a fait migrer les courriels à l'extérieur. Pour vous expliquer tout le monde, on a une boîte sécurisée pour sécuriser l'ensemble des données de la MRC. Et je parle de documents, de données confidentielles. Cette boîte-là est sécurisée à l'intérieur de nos serveurs. On a des courriels sécurisés. Sainte-Élisabeth, mardi passé, je pense que c'est mardi matin passé, s'aperçoit que Sainte-Élisabeth a décidé de sortir de l'enveloppe sécurisée pour s'en aller. Ils ont fait une migration des courriels en dehors de notre système sécurisé. Et pour sécuriser l'ensemble des données, l'ensemble des municipalités, Sainte-Élisabeth, l'entrée dans cette boîte, dans ce coffre-fort-là, a été barrée. Pourquoi? 80% des contaminations, vols de données. Vous savez ce qu'on entend, là? Ça me prend 2 millions parce qu'on vous a volé l'ensemble de vos données. Payez-moi 2 millions pour récupérer vos données. Bien, Sainte-Élisabeth, en sortant de même, sans qu'on puisse sécuriser, était rendue la porte d'entrée pour contaminer l'ensemble des données de la MRC de Dautry. C'est le premier point. L'autre point, les documents puis la convocation, puis j'entends bien l'ensemble des documents pour la convocation, puis la convocation, pour la séance préparatoire de mercredi passé. Vous les avez reçus le 23 février, avant qu'on vous bloque l'entrée. Vous les avez reçus le 23 février. Bon, là, ça a été envoyé et reçu. Par la suite, l'information pour le 6 mars, donc le 6 mars, puis vous avez coupé ici, la migration, vous l'avez faite le 26 puis le 27. Vous savez, M. Bérard, vous avez mon numéro de téléphone? Vous dites que ça fait 15 jours, M. Bérard. Parce que, M. Bérard, le 23 février, vous les avez reçus. M. Bérard? Je n'ai aucun courriel le 21 février dans mon ordinateur. OK. Hier, la MRC est rentrée en communication avec vous, vous disant, pouvez-vous nous rappeler, vous avez appelé aujourd'hui, on vous a demandé, est-ce que vous pouvez nous donner, étant donné la situation où vous êtes sorti du coffre-fort, voulez-vous nous donner une adresse courriel différente pour l'instant, le temps que le problème se règle, parce que là, la MRC est en train de travailler, le fait que vous soyez là, que la MRC soit là, pour bloquer, mettre un système de sécurité, pour pas qu'on puisse contaminer l'ensemble de notre réseau. On vous demande, est-ce que vous pouvez nous donner un autre courriel que celui normal pour qu'on puisse vous envoyer? Vous répondez non, j'attends que la MRC règle le problème. Moi, M. Bérard, là, vous m'auriez lâché un coup de téléphone. Depuis 15 jours, vous m'auriez dit, j'ai pas les documents. M. Bérard, l'ensemble du calendrier de nos séances préparatoires et de nos séances d'aujourd'hui ont été votés au mois de novembre de l'année passée. Mercredi passé, vous m'auriez appelé et m'auriez dit, écoute,
avant la migration, là, avant la problématique qu'on vit, j'ai pas les documents. Vous auriez appelé Marie-Claude, M. Tremblay. J'ai pas les documents. Vous les avez fait parvenir d'une autre façon, M. Bérard. Vous dites ça à soir. Fait que, vous savez, M. Bérard, c'est à s'asseoir et à se parler qu'on se comprend. Là, vous me dites ça là. Moi, je les ai, les dates. J'ai les dates qu'on vous a envoyé les documents. Il y a 14 autres municipalités. On a fait une séance préparatoire où on a discuté de l'ensemble des sujets qu'on vote à soir. La semaine passée, M. Bérard, on a travaillé 6 heures de temps parce qu'il y avait des gros dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui ont eu le même problème? C'est pas la question. Bien, la question, M. Bérard, c'est rentrer en communication avec nous si vous avez une problématique. C'est pourquoi je suis ici à soir, c'est parce que justement les dates à l'avance, je les sais, les dates à l'avance, ça c'est correct. OK, mais moi je suis juste vous dire que je n'ai pas reçu les documents, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Je vous explique pourquoi. Mais Et je pense que la problématique peut se régler bien plus facilement que vous l'exposez aux gens ici dans la salle. Bien plus simplement aussi. Et je ne comprends pas quand même que vous n'êtes pas capable de m'envoyer un courriel depuis ce temps-là. Ça, je ne comprends pas ça non plus. Il n'y a personne non plus dans le milieu informatique qui comprend ça non plus. C'est triste que vous fassiez ça comme ça. C'est bien triste. Ben, je comprends que vous ne compreniez pas, là. Mais M. Bérard, on les a envoyés le 23. Les documents de la séance préparatoire, bien... On a les preuves. Ça finit le 21 que j'ai dans mon ordinateur. M. Bérard, on l'a envoyé. On l'a... Désolé, M. Goulet. C'est pas la première fois, M. Bérard, que vous dites que vous ne recevez aucun document. Mais M. Bérard... Ça, c'est faux, M. Goulet. Pourquoi vous ne rentrez pas en communication? Ça, c'est faux. Nous, on vous en... On a la preuve, M. Bérard. C'est pas la première fois que je ne reçois pas des documents que je vous dis ça. Non, c'est pas vrai. OK, ben, de toute façon, on vous entend. Puis, je vous le dis, M. Bérard. Vous avez mon cellulaire, M. Bérard. Je n'ai pas reçu l'avis de convocation pour ce soir. Pardon? Juste qu'on note au procès-verbal, je n'ai pas reçu l'avis de convocation pour ce soir par courriel. Bien, M. Bérard, vous ne recevrez pas d'avis de convocation. On reçoit un avis de convocation quand c'est une extraordinaire. Là, c'est une séance ordinaire de la MRC de Dautry. Une séance ordinaire, le calendrier est voté au mois de novembre 2023. Donc, c'est dans le calendrier. La seule avis de convocation qu'un maire peut avoir, c'est quand on fait une extraordinaire. Là, la loi oblige, dans ce cas ici, la MRC de Dautry, à envoyer la convocation 24 heures d'avance. Vous avez quand même l'obligation d'envoyer une convocation quand même de séance régulière. Non, M. Bérard. C'est faux. Mais non. Bon, M. Bérard, la loi, c'est une extraordinaire. Non, Quand vous... Pas d'accord avec vous, M. Préfet. Bon, c'est bon, écoutez, M. Bérard, on va... Est-ce qu'on a le choix? M. Bérard, c'est... Regardez, deux choix. Il peut y avoir un ajournement ou on procède. M. Villeneuve? Ben, juste question de procédure. Si les prétentions de M. Bérard s'avèrent être vraies, on a un problème. Est-ce que ces prétentions-là sont vraies? Moi, je demanderais au directeur général de bien vouloir préciser. Au meilleur de ma connaissance, considérant que les assemblées les dates des assemblées sont déterminées par le Conseil au début de l'année, il n'y a pas à convoquer formellement les élus, étant donné qu'ils ont déjà l'information par le calendrier qui est adopté au début de l'année. Donc, c'est le même principe qui s'applique dans la municipalité, tout le monde. Exact. Si vous n'avez pas une extraordinaire, vous n'avez pas à inscrire un avis de convocation pour les membres du Conseil ou les séances ordinaires, évidemment, pas de avis de convocation. Alors, M. Bérard, si vous me permettez, M. le Préfet, moi, je procéderai et chaque point qui seront amenés, si vous avez des questions, si vous n'étiez pas là à la préparatoire, si je comprends bien. Excusez, M. Villeneuve. Oui. Sincèrement, là, Oui. on a fait 6 heures. 6 heures de réunion mercredi passé. Vous comprendrez qu'on ne peut pas refaire une plénière de 6 heures. D'accord. Je pense que M. Bérard est assez... Mais M. Bérard, je veux juste savoir, pour poser une question essentielle. on va passer, si ça vous appartient, si vous êtes à l'aise, puis s'il n'y a jamais juste une question à un sujet, moi, j'ai pas de problème à y répondre, par contre. Vous comprendrez, par contre, qu'on ne fera pas une réunion de 6 heures parce que la semaine passée, c'était excessivement lourd. C'est pour vous.
Parce que sinon, vous pouvez demander un ajournement. Puis tout va se recommencer. Là, de par la loi, c'est pas pour vous insulter, M. Bérard, mais de par la loi, il faudrait faire une convocation pour l'ensemble des élus pour refaire une séance ordinaire du Conseil de la MRC. Mais, puis, vous savez, M. Bérard, c'est sincèrement, là, ça n'a rien à voir avec... C'est pas un débat, là, c'est pas un débat contre une municipalité. Moi, j'ai l'information qu'on les a envoyés. Puis, gênez-vous jamais. Moindrement qu'il y a quelque chose, M. Bérard, vous le savez, je pense que tout le monde le sait, je suis excessivement accessible. M. Tremblay l'est. Moindrement qu'il y a une problématique, vous nous appelez. Vous nous appelez. Puis, vous savez, moi je l'ai, j'ai vu le courriel, comme quoi ça avait été envoyé à tous les élus. Puis quand c'est envoyé, il n'y a pas d'alerte comme quoi ça n'a pas fonctionné. Vous savez, des fois, on envoie des courriels, puis à un moment donné, ça nous envoie un autre courriel, puis ça nous dit « telle adresse n'a pas fonctionné ». On ne reçoit pas ça. Comprenez-vous que quand on l'envoie à tout le monde, ben, on n'a pas l'alerte comme quoi Sainte-Élisabeth l'a pas reçu. Nous autres, si on n'a pas de communication, ben nous autres, tout le monde l'a reçu. Fait que c'est pas il n'y a aucune mauvaise volonté de l'ensemble de la MRC. Fait que ça vous appartient. Vous avez le droit de... Puis là, je vous le dis, on est dans la loi, vous avez le droit. Évidemment, si vous demandez un ajournement, ben là, après ça, c'est le débat. Là, évidemment, si on voit que les documents ont réellement été envoyés, on se retrouve dans une drôle de position. Mais ça vous appartient. Sinon, on peut procéder. Si jamais il y a des points particuliers, vous pourrez poser une question. Évidemment, on ne fera pas le débat, mais vous pourrez poser la question. C'est pour vous. J'ai pas eu la connaissance d'aucun document. Fait que ça sera vraiment, même si je posais une question de temps en temps, j'ai aucune notion d'aucun document. De rien qui va présenter. Donc, je demande un roulement. Pour prendre connaissance. Question. Je vais juste vérifier. Question de procédure. Oui, exactement. Je crois que ça va être demandé par deux, mais je vais juste valider par contre. Puis, vous savez, M. Bérard, au-delà des documents, l'ensemble, la semaine passée, puis là, c'est vous, là. Puis on a tous des moments donnés où c'est impossible de se présenter. Vous avez l'opportunité d'envoyer un de vos représentants. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a passé 6 heures à travailler, puis au-delà d'avoir le document devant soi, on a travaillé 6 heures sur l'ensemble de cet ordre du jour-là. Puis, vous savez, la façon, puis je tiens à le dire à tout le monde, la façon que la MRC fonctionne, on envoie les documents. Mercredi passé, on a travaillé 6 heures sur l'ensemble de ces dossiers-là. Une semaine avant, donc pas mercredi passé, vendredi de l'autre semaine avant, on envoie les documents à l'ensemble des élus pour que les élus prennent connaissance de tous les documents avant la réunion de mercredi. Et à la réunion de mercredi, ça arrive que quelqu'un ne peut pas être là. Donc, le maire a au-dessus d'une semaine avant la séance du conseil de ville pour rentrer en communication avec la MRC, pour prendre des informations sur ce qui s'est dit ou discuté. Je tenais juste à vous préciser, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde de Sainte-Élisabeth dans la salle, je tiens juste à vous préciser la façon que ça fonctionne. De façon à permettre à chaque élu, évidemment, qui ont des interrogations, de pouvoir poser ces questions. Là, on va regarder, par exemple, M. Bérard, on veut juste regarder la loi, voir comment ça peut se passer. Parce que là, rendu là, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'article? Oui, s'il te plaît, Mme Nolin. L'article 154 du Code municipal, toute séance peut être ajournée par le Conseil, donc une décision du Conseil, à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent. Là, c'est sans qu'il soit nécessaire de donner avis de l'ajournement. Donc, une décision du Conseil prise à la double majorité. Exact. Ce que je pensais quand c'était les deux membres du Conseil, là, que j'ai dit vite à M. Villeneuve, c'est quand il n'y a pas quorum que deux membres du Conseil peuvent demander l'ajournement. Et là, il y a quorum.
Donc, il faut Pour que ce la soit situation. la majorité. Décision. Donc, OK. donc clairement, M. le Préfet, pour que personne ici, à moins d'avoir un appui de collègues, plusieurs collègues, donc une double majorité, on en parlait justement tantôt, pour obtenir un ajournement. Dans ce cas-ci, si M. Ferrand demande un ajournement, malheureusement, la loi ne prévoit pas qu'une seule municipalité avec un vote Non. puisse obtenir Mais évidemment, un ajournement à moins que les collègues soient d'accord. Évidemment, dans la situation, puis M. Bérard a parfaitement le droit de le demander, par Oui, contre. absolument. Donc, ça sera un tour de table. Et s'il y a un vote majoritaire pour ajourner, M. Bérard, on va ajourner. S'il n'y a pas un vote majoritaire, évidemment, on va continuer la séance. M. Sylvestre. Pas d'ajournement. Pas de journée. Pas de jour. Je suis juste embêté avec l'autre affaire qui dit qu'il faut qu'il y ait des documents d'endeur à temps. C'est juste ça que je suis pas assez au courant légalement pour répondre à cette question-là. Est-ce que je voulais que je vous lise la disposition par rapport aux documents? Oui, ben oui, on peut. Le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, à moins de situation exceptionnelle. Et les documents ont été envoyés le 23 Février. Donc, Et en plus, on vous les renvoie là, tout le temps le vendredi dernier, mais on l'a envoyé une première fois le 23. Donc, c'était plus de 72 heures. Et vendredi dernier également. Ouais, là, on fait tout le temps 2 fois ici. Pas de journée. M. Turcot. M. Villeneuve. Pas d'ajournement. Non plus. Non plus. Pas d'ajournement. Pas d'ajournement. Procédons. Donc, point 2, c'est les audiences. Il n'y a pas d'audience. Le point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du 7 février 2024, dont vous avez eu copie. Donc, ça me prend quelqu'un proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal. À ma droite. À ma gauche. M. Bérard, c'est important, par exemple, parce que c'est important d'avoir un signe, puis si vous... Ne sachant pas Non, mais si vous... la teneur du C'est procès-verbal, je vais donc voter contre. Parfait. Mais juste me le nommer à toutes les fois, M. Bérard, parce que si jamais il y a un point que vous connaissez et que vous dites oui, c'est important que j'aille le signe pour qu'on puisse l'inscrire au procès-verbal. Donc, les points 4, le 4.1, c'est adoption des comptes. Également, vous avez eu copie. M. Barthes, y a-t-il quelque chose de spécial? M. Barthes en fait la lecture. Non, on ne fera pas la lecture, je vais faire la proposition. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Puffal. À ma droite, à ma gauche. Donc, M. Bérard, vous votez contre. Parce que j'ai pas eu connaissance du dossier. Parfait. 4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaires des Samars. C'est pour 2024-2027. Donc, ça c'est un dépôt. Comme tout le monde le sait, c'est une démarche administrative. Puis, malgré la démarche administrative, évidemment, ça prend une résolution. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gravel et puis par M. Germain. À ma gauche. Oui. À droite. C'est toujours la même chose. Euh, J'ai pas les documents, je vais voter contre. Mais celle-là, M. Bérard, peut-être juste vous signaler parce que c'est la commission c'est parce que c'est le centre de services scolaires puis il l'envoie à l'ensemble des municipalités. Votre municipalité en a reçu copie. Ah, j'en prends Vous ne l'avez pas vu non plus? Parfait. C'est pour donner le nom d'élèves que vous allez avoir dans l'emploi. Mais c'est envoyé à chaque municipalité. On l'a tout eu dans nos municipalités. Parfait. Donc, M. Bérard va voter contre quand même. 4.3. Le 4.3, c'est le départ à la retraite de M. Denis Belrose. Oui, 20 ans de carrière au sein de la MRC. M. Belrose était responsable du transport. Donc, depuis 20 ans, donc, évidemment, c'est pour souligner son départ et lui souhaiter une très bonne retraite, bien méritée. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé, j'ai beaucoup de mains levées, par Mme Desjardins. À ma gauche, à ma droite, parfait, c'est unanime. Donc, 4.4, refinancement du règlement d'emprunt 170 et du refinancement du règlement 302. Donc, le règlement 170, c'est un résiduel. Au départ, c'était 822 315. Ça, c'était pour Internet branché. Comment on l'appelle? En fait, c'était le village branché, le premier réseau Internet. Exact. Il reste un solde de 88 500 à refinancer
Au départ, c'était 822 315. Ça, c'était le règlement 170. L'autre règlement, c'était pour le règlement 302. Donc, ça, c'est 256 600. Ça, ce règlement-là, tout le monde se souvient, c'est pour le réaménagement de l'ensemble de la cour de la Sûreté du Québec à Lavaltrie. Pour les gens, le bâtiment de la Sûreté du Québec à Lavaltrie appartient à la MRC. Et évidemment, donc, le réaménagement a été fait par la MRC et la Sûreté du Québec paie un loyer à la MRC pour ce bâtiment-là. En passant, c'est un bâtiment qu'on n'a aucune hypothèque dessus. Le bâtiment est payé au complet. Donc, ça me prend deux résolutions. Un pour le règlement 170. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. Oui. À ma droite. Fait. Même proposeur et même vote. Ah, même proposeur, oui. Oui, on peut faire ça, OK. Mais par contre, je vais quand même demander à ma droite, tout le monde est d'accord? Oui. Pour l'autre, le 302, c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, on passe 4.5, autorisation de signature de l'entente sectorielle d'une durée de 3 ans afin de soutenir au niveau régional de la table des partenaires et de développement social de la Naudière. Donc, ça, c'est la table des préfets. Dans la procédure, là, Mme Nolin nous a momentanément quittés. OK. Dans la procédure, il y a deux résolutions là, qui doivent être adoptées au niveau du règlement d'emprunt. Ouais, vous avez... Oui, c'est j'ai ça. fait les deux résolutions. Ah, vous les faites en même temps? Ouais. OK. Non, L'autre, j'ai c'est pris les mêmes relatif. proposeurs, mais j'ai fait quand même à ma gauche, à ma droite. OK. Parce que l'autre, c'est relatif là, au Même fait que c'est proposeur, la caisse ça a été unanime. des... OK, parfait. Unanime aussi avec M. Bérard. OK, C'est parfait. bon pour tout le monde? OK. C'est bon pour nous? Parfait. Donc, l'autre, c'est l'entente de 3 ans avec la table des préfets. Évidemment, c'est financé par les FAR, là, et c'est parce que la table des... Ben, explique, parce que la table des préfets ne peut pas, techniquement parlant, c'est pas une instance gouvernementale reconnue. Donc, il faut que ça passe par ici. Mais c'est de l'argent qui sort de la table des préfets, Effectivement, du c'est une fonds de entente région et ruralité. entre la table des préfets et le CIS dans ce cas-là. Et il y a un investissement qui est fait par la table des préfets et le CIS, qui est le ministère de la Santé et des Services sociaux, là, si on veut. Et puis, effectivement, c'est une attente de 3 ans. Il y a 75 000 là, qui va être accordé par la table des préfets, à même le volet 1 du FRR. Et effectivement, le gouvernement du Québec demande à chacune des MRC de confirmer le fait qu'elle désire que la table des préfets conclue cette entente-là. Continue mon travail. C'est bon pour tout le monde. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Turcot, appuyé par M. Frigon. À ma gauche. À ma droite. Fait. Les points 5, c'est transport adapté. Donc, adaptation d'une fourgonnette adaptée, octroi d'une aide financière à SOPH Transport. Donc, c'est une aide financière de 35 000. Ça, c'est une entente qu'on a avec l'entrepreneur. Donc, la personne achète la fourgonnette, il la transforme. La MRC donne une aide financière de 35 000. Mais cette aide financière-là, là, sur un protocole, est remboursée sur une période de 5 ans et une entente. Donc, c'est vraiment une aide financière qui est remboursée à la MRC. Puis là, je vous passe les ratios là, de remboursement quand ils vont nous être remboursés. Très bonne nouvelle, étant donné que puis c'est une vanne adaptée qui va être dans le secteur de Berthier. Donc, mon crayon. Une vanne adaptée de plus pour le transport adapté, c'est une super bonne nouvelle. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Barthes. À ma droite, à ma gauche. Les autres points, transport en commun, donc 521, convention d'aide financière, transport collectif, signature. Donc, on a eu, évidemment, vous savez, une aide financière du gouvernement en transport de 284 554 pour 2023-2024. C'est tout simplement pour signer le protocole. Évidemment, c'est une aide financière qui était déjà calculée quand on a fait le budget dans nos budgets. Donc, il y a peut-être un petit montant de plus, mais c'était déjà planifié. C'est pas... Il vient pas de nous arriver un cadeau sur la tête en ce moment. C'est bon pour tout le monde, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal. À ma droite. À ma gauche. Ah, excusez, M. Bérard, je ne vous ai pas vu. Oui, OK, excusez, je n'ai pas vu. 5-2-2, octroi de contrat, taxi, Chem, Touba. Donc, c'est le pôle Berthier.
il y a toujours, quand on signe un contrat, c'est des contrats d'1 an, et il y a toujours une garantie minimum qu'on donne aux transporteurs. Évidemment, la garantie minimum est toujours atteinte et dépassée. S'il arrive quelque chose, donc c'est un contrat d'1 an, donc la garantie minimum pour celui-ci, c'est 8 000. Donc, c'est pour le pôle Berthier, ça me prend un proposeur, proposé par M. Lahaye, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. 5, 2, 3 octroi de contrat. Donc, c'est Aloubert, Sénat, Paul Lavellerie, Lanoret. Cela, la différence, c'est que c'est pas au déplacement, c'est au taximètre. Donc, c'est vraiment au compteur. Puis la garantie minimum est de 70 000. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 5, 2, 4, octroi de contrat, Doigt, Zomblami, Zouglami. Donc, ça, c'est pour le pôle Berthier, encore une fois. Garantie minimum de 35 000. Encore, c'est toujours pour 1 an. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Lahaye, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. 5, 2, 5, encore, octroi de contrat, Sonny Blémy. Donc, c'est pour le pôle Lavellerie-Lanoret. C'est une garantie minimum de 50 000. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche, je m'excuse, je regarde à gauche, je dis à gauche, à droite. Fait. 5, 2, 6, programme SOFIL, acquisition d'un abribus. Donc, c'est l'acquisition d'un abribus. C'est une aide financière maximum de 13 000. Le coût approximatif, c'est à peu près 15 000. C'est pour faire le dépôt de la demande d'aide financière. C'est financé à peu près à 95 %. Donc, c'est un abribus qui se trouverait sur la rue Notre-Dame pour le circuit 131-138 qui se trouverait à Lavaltrie. C'est bon pour tout le monde. On prend un proposeur proposé par M. Moreau, puis par Mme Desjardins à ma gauche, à ma droite. 5, 2, 8, octroi de contrat. 5, 2, 7. Ah, je ne l'ai pas, 5, 2, 7. Oui, c'est ça. 5, 2, 8. Ah oui, c'est peut-être juste une erreur de... 5, 2, 6, 5, 2, 7. C'est la même chose, c'est juste une erreur de numérotation. Continuez. Parfait. Donc, 527, c'est le poids de contrat SOPH, autrement dit. Là, évidemment, c'est le contrat. Une fois que la vanne adaptée sera construite et faite, on confirme qu'une fois que tout sera fait, on va signer le contrat avec lui. Évidemment, c'est une vanne adaptée, donc les montants sont plus grands. Donc, c'est 2 fourgonnettes. Il y en a une qui est non adaptée et une qui sera adaptée. Donc, c'est pour une garantie minimale de 100 000, toujours pour le pôle Berthier. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. Oui. À la droite. 529. Non, c'est 528. Octroi de contrat. Jean Josué Célestin. Donc, c'est un nouveau transporteur, une autre bonne nouvelle. C'est encore pour le pôle Berthier. Donc, garantie minimale de 25 000. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. Donc, développement économique, c'est ça. Démarche agir pour mieux vivre dans d'autres ententes avec la table des préfets pour le soutien d'une démarche territoriale pour l'amélioration des conditions de vie, pour la réussite éducative et la solidarité, inclusion sociale. Ça, ça vient évidemment de la Fondation Chagnon, qui envoie des sommes à la table des préfets. Mais la table des préfets, par MRC, envoie 95 000 à chaque MRC. Ce qu'il faut comprendre, ces 95 000-là, c'est pas nécessairement pour des projets qui seront déposés, mais c'est beaucoup pour l'administratif. Comme vous savez, la ressource ici, une résolution plus loin, 2 résolutions plus loin, ça finance la ressource qu'on va nommer tantôt, qui est évidemment la même qui est là depuis quelques années. Donc, c'est une entente de 2 ans, c'est 95 000 par année. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 6.2, agir pour mieux vivre dans d'autres fiduciaire de la démarche. Évidemment, c'est pour reconfirmer que le fiduciaire de la démarche dans notre MRC, c'est la MRC qui est fiduciaire de la démarche. Donc, c'est la même chose. Donc, ça prend un proposeur
proposé par Mme Sénéchal, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. Ouais. Exact, là, c'est le 6-3. Donc, c'est le renouvellement du mandat de Daphné Kelly qui fait un très bon travail. Très, très bon. Évidemment, c'est pour la démarche. Donc, on renouvelle, évidemment, l'entente qu'on a, son contrat pour 2 ans pour la démarche. Donc, ça peut être proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 6-4. Adoption des enjeux prioritaires agir pour mieux vivre dans Dautré. Bon, conformément à l'entente, étant donné qu'on renouvelle l'entente, on revoit une partie des priorités. Évidemment, les enjeux avant, hein, nous autres, on les avait un petit peu divisés par 3 pôles, qui étaient un petit peu problématiques. En réalité, nos enjeux se rejoignaient beaucoup. Donc, c'est regroupé en un. Là, il y a un document qui vous a été transmis, puis peut-être, M. Bérard, les enjeux restent à peu près les mêmes. Les enjeux, c'est beaucoup décrochage scolaire, l'itinérance, l'immigration, puis également, évidemment, le logement social, qui est un enjeu, je pense, qui est sur l'ensemble de notre territoire. L'éducation, la santé, sécurité alimentaire, évidemment, l'habitation, environnement, transport. Fait qu'on se retrouve vraiment dans des priorités, je pense, qui rejoignent vraiment l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est nos enjeux. Merci beaucoup. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Moreau, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 6-5, comité de pilotage pour le plan d'action en immigration. C'est simplement, il y avait des places disponibles, et comme on a des élus qui sont très motivés à aller sur le plan en immigration, qui est quand même assez important pour notre territoire, Berthier en a beaucoup dû à ses usines, donc on a eu 2 bons représentants qui se sont levés la main, M. Moreau puis M. Lahaye. Donc, c'est pour nommer ces 2 personnes-là sur le comité de pilotage pour l'action en immigration, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. Okay. Et point 7, c'est aménagement du territoire. 7.1, c'est le comité d'aménagement et de conformité. C'est tout simplement un dépôt du comité. Ça me prend quand même proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite. 7.2, demande d'autorisation CPTAQ. Je crois qu'il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas ce mois-ci. Il n'y en a pas. De toute façon, c'est bon. Il refuse. Je me suis fait pas demander. 7.3, certificat de conformité. Là, il y en a. Il y en a un. Puis là, c'est accepté. Donc, le règlement 559-2023 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola qui a pour effet d'ajuster les usages autorisés et la hauteur de certains bâtiments dans la zone CA1. Le comité d'aménagement recommande l'émission du certificat de conformité afin que le règlement entre en vigueur. Donc, proposé par M. Batt, appuyé par M. Fall, à ma droite, à ma gauche. Fait. Tu avais le tri le prochain, je pense? Il y en a pas. Excusez, c'est il y en a pas d'autre? Non, c'est tout. Ah. Prochain mois. Ah, non, mais ça, c'est autre chose. C'est une modification du schéma. Ah, OK. Parfait. C'est le point suivant. 7.4. Donc, règlement de modification du schéma d'aménagement de la MRC de Dautré relatif aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, ça, évidemment, c'est dans notre schéma d'aménagement. C'est important qu'on nomme où il y a des possibilités de glissement de terrain. On est obligé de l'inscrire, puis c'est la loi. Le gouvernement nous a dit qu'il fallait l'inclure dans notre schéma d'aménagement. Donc, on va inclure où il y a des potentiels dangers de glissement de terrain. Évidemment, c'est pour... vous savez, quand on vote ici un règlement de municipalité, souvent on va dire c'est conforme à notre schéma d'aménagement. Mais si il y a une demande de permis, puis vous pouvez me corriger, M. Tremblay, mais si jamais il y avait une demande de permis ou de modification, si dans le schéma d'aménagement, ce terrain-là est considéré comme potentiellement dangereux glissement de terrain, évidemment, la RMSI dira ce n'est pas conforme à notre schéma d'aménagement dû que ces terrains-là sont inclus. Effectivement. Puis là, dans le cas présent, c'est une modification du cadre réglementaire qui a été adopté par le gouvernement du Québec. Toutes les MRC doivent intégrer le nouveau cadre réglementaire. Dans le cas de la MRC de Dautré, il y avait certaines zones de mouvement de terrain
D'ailleurs, il y a plusieurs zones de mouvement de terrain sur le territoire de la MRC de Dautrey qui sont déjà dans le schéma d'aménagement. Donc, c'est un nouveau cadre réglementaire qui s'applique à ces zones-là. C'est un cadre là, qui est le même à l'ensemble du Québec. Ça, c'est une demande express, en fait. C'est un ordre du gouvernement du Québec, on n'a pas le choix. Et il y avait certaines zones là, qui étaient qu'on avait portées dans le schéma d'aménagement révisé, qui n'est pas entré en vigueur de 2009. Donc, le gouvernement nous demande d'intégrer ces zones-là également dans le schéma d'aménagement. Donc, je me tromperai pas ce fois-là, c'est un avis de motion. Monsieur Sylvestre donne l'avis de motion. Donc, le 7.5, c'est l'adoption, évidemment, de la modification du schéma d'aménagement. Donc, c'est pour adoption. Donc, proposé par M. Frigon, non, M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Non, parce que je n'ai pas pris connaissance de tout. Parfait. Donc, 7.6 Culture, 7.6.1 signature de l'entente avec Jean-Louis Hébert, programme Patrimoine bâti. Ça, c'est un programme gouvernemental, c'est super intéressant. C'est un citoyen qui a une maison vraiment, une magnifique maison. Je suis allé la voir en plus. C'est classé supérieur à la Norée, qui est sur le bord de l'eau en plus, proche du parc. Puis, évidemment, quelqu'un qui veut rénover, comme là, je crois que c'est son toit qu'il veut refaire, puis vraiment comme d'époque. Donc, il dépose. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un maximum de 25 000 pour des maisons classées excellentes. Mais là-dessus, en plus, la ville de la Norée met une partie, je pense que la Norée met à peu près 7 000, je pense, sur le 25 000. Le reste vient du programme du patrimoine bâti, évidemment, qui est un programme financé par le gouvernement. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal. Donc, à ma droite, à ma gauche. Fait. 762, appui à Renaissance Canada, reconnaissance d'Honoré Beaugrand comme personnage historique. Donc, c'est une résolution qui a été passée aussi, qui peut être passée par les municipalités. Ça vient, c'est une demande de la Maison des Cajuns. Cageux, qui est une maison vraiment le fun à visiter, vraiment une maison, un petit musée, je dirais. Et évidemment, beaucoup de gens, des fois, c'est le fun de se rappeler de notre histoire, mais Honoré Beaugrand, malgré que, comme on se disait tantôt, qu'il y a une station de métro qui s'appelle Honoré Beaugrand, vous imaginez que ce personnage-là, c'est quelqu'un qui est venu au monde à la Norée en 1850, en 48, et qui était écrivain, qui était également journaliste, possédait des journaux, et qui est devenu maire de la ville de Montréal. On peut s'imaginer à cette époque-là le parcours de l'homme, et ce qu'on entend souvent parler, la légende de la chasse-galerie, qui part de une légende de la Velleterie avec Contrecœur, c'est Honoré Beaugrand qui a écrit ça comme écrivain. Donc, c'est vraiment un grand personnage. Donc, pour la résolution proposée par M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. 8.1. Élaboration d'un plan climat, planification et mise en œuvre du projet issu de ce plan, signature de la Convention d'aide financière. Donc, c'est une aide, ce qui est important, c'est une aide financière du gouvernement. C'est 1 222 873. Première des choses, on a 3 ans pour faire vraiment un plan climat. Le plan climat, c'est vraiment pour essayer de réduire nos gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment financé. C'est un financement qui est donné à la MRC. On a, là, vous corrigez-moi, je me trompe, on a 3 ans pour faire le plan climat, la mise en place d'actions. On a le droit sur ce montant-là, à peu près à 350 000 pour préparer le plan climat. Et le reste du montant, évidemment, sera pour des projets pour la réduction de nos plans. Et chaque MRC a reçu. Ce qu'il faut dire, je pense, qui est important, c'est que les MRC ne sont pas obligés d'accepter ce financement-là. Ils ne sont pas obligés de faire un plan climat. Par contre, ici, je pense que l'ensemble des maires, de leurs préoccupations de notre environnement, ça n'a pas été une décision très difficile de dire oui, on embarque. Je sens M. Tremblay qui veut spécifier. Oui, en fait, il y a un élément qui est important dans le présent dossier. C'est une annonce qui a été faite au MRC il y a à peine quelques semaines. Puis là, je voulais dire 1 mois, mais c'est peut-être 3 semaines.
Et le gouvernement du Québec laisse au MRC jusqu'au 15 mars pour transmettre l'entente, donc les résolutions adoptées, l'entente. Et puis, par la suite, là, on peut procéder. Évidemment, ça s'est décidé sur un laps de temps très court. Ça, toutes les MRC du Québec sont dans la même situation. C'est comme ça que les choses se sont passées. Évidemment, par la suite, une fois que l'entente sera signée, on aura le temps d'organiser les choses. Exact. Donc, ça me prend un proposeur pour le plan climat, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Lahaye. Allez-y, M. Bérard. Donc, je comprends bien, c'est la MRC qui va préparer ce plan climat-là. Oui. Toutes les MRC du Québec ont l'opportunité de bénéficier là, des sommes là, qui leur sont offertes. Et ça va se faire à l'échelle des MRC sur l'ensemble du Québec. Puis, si je comprends bien, on a 3 ans pour profiter de ce plan-là pour la suite. Ben, en fait, la subvention nous a accordée, on a un maximum de 3 ans pour faire le plan. Exact. Donc, le plan, c'est simplement, on va décrire les actions qu'on va éventuellement poser. On a un montant maximal d'à peu près 350 000. Et puis, le reste de l'enveloppe va être basculé dans ce qu'on appelle le volet 2. Puis là, le volet 2, ça, c'est pour mettre en place le plan, vraiment prendre des actions pour le Ça plan va aller climat. après 3 ans. Non. Oui. Donc, ben, Ben, nous autres, on pense, parce que là, on a Ouais. commencé quand même à travailler le dossier, là. On a une personne ici qui est en environnement, là, Antoine, là, qui nous aide là-dedans. Qui est très, On pense qu'au bout de 2 ans, ça va être correct. Là, on va déjà avoir un plan, on va déjà être en mesure là, de mettre proposer des actions. des actions, quitte à ce que le plan qu'on dépose soit partiel, que certains éléments du plan qui soient raffinés avec le temps, mais qu'on puisse débuter des actions rapidement. Excuse-moi, parce que ce qui est important, c'est parce que le plus rapidement possible qu'on fait notre plan climat, C'est ça. il va rester à peu près 900 000, mettons, pour mettre en action, pour prendre vraiment des actions pour le plan climat. Mais le gouvernement s'est dit dans le volet 2, il peut y avoir d'autres sommes qui vont être investies par le gouvernement. Fait qu'évidemment, ce qu'on se dit, plus rapidement qu'on a un plan climat de fait, ça peut être quand même, c'est pas obligé qu'il soit final. On peut avoir déjà des actions. Mais évidemment, plus on est rapide à le faire, plus, à un moment donné, on peut mettre des actions puis peut-être aller chercher d'autres sommes. Mais évidemment, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art puis que ça soit des choses qui soient opportunes à vraiment réduire pour l'environnement. Fait qu'on calcule à peu près 2 ans. Puis après ça, le mettre en action. Est-ce que c'est les municipalités qui vont profiter de notre solution pour le climat? Si ça va dans les jeux de la MRC? Ben non, les actions vont être menées à l'échelle des municipalités, parce que la MRC étant les municipalités locales, et il y aura évidemment des consultations avec les différents intervenants, incluant les municipalités. Puis c'est sûr que les actions qui vont être posées sur des territoires municipaux. Et puis, j'imagine que les municipalités vont ensemble, vous allez déterminer les priorités et les endroits où les investissements éventuels là, vont se réaliser. Si, dans notre plan d'action, on a certaines actions, puis une municipalité dépose un projet, puis vraiment qui cadre dans le plan d'action pour la réduction, parce que c'est vraiment, surtout spécifique, et nous le nomme beaucoup, les GES, là, c'est énormément ça. Si ça cadre, ben, les municipalités vont pouvoir aller chercher des sommes dans ce programme-là. Mais c'est pas, on n'est pas à l'étape de dire il va y avoir tant par municipalité. Je pense que, point de vue environnement, il faut regarder ça à l'échelle de notre MRC et non juste une municipalité. Je pense qu'il faut que ce soit un plan vraiment à l'échelle de notre MRC. C'est bon, M. Bérard? Merci. Donc, Rendu au vote, on avait les proposeurs et les appuyants. à ma gauche. Merci beaucoup, Mme Lenain. À droite. Ouais. 8.2, compte rendu des rencontres pour les barrages, c'est un dépôt. Ça, c'est une démarche annuelle. Ce qui est important, là, puis je dirais même pour l'autre point, on pourra prendre les deux mêmes là, pour la résolution. Le 8.3, là, c'est aussi le budget 2024 pour les barrages. C'est un dépôt, mais ça prend des résolutions. Évidemment, c'est les utilisateurs de barrages qui s'entendent entre eux et qui font un budget en réparation, en entretien. Parce que dans ce dossier-là, c'est vraiment utilisateur-payeur. Donc, les cultivateurs qui utilisent les barrages s'entendent entre eux, font un budget. Ils nous en fait dépôt, mais il faut que la MRC passe résolution.
On va avoir aussi, évidemment, ça je reviendrai, nomination de notre responsable à la MRC pour les cours d'eau. Donc, pour le compte-rendu, ça me prend un proposeur, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre. On va prendre les deux mêmes personnes, Mme Nolin pour aussi le 8-3. Donc, à ma gauche, à ma droite. Juste préciser là-dessus. Oui. C'est utilisateur payeur. Ah, je l'ai dit. Ah, oui. Oui, Voilà. Donc, ça ne touche pas sur la personne. exact. Voilà. Question, pour l'Assemblée, il n'y a pas sur quoi qui a été prévu pour ces barrages-là, alors des changements climatiques, Oui. une aide supplémentaire. Pas de la part du gouvernement du Québec à ce stade-ci. Mais c'est une très bonne question. Parce que, vous savez, comme municipalité, avec les changements climatiques, puis je dirais même citoyen, municipalité, comme la MRC, il faut devenir excessivement résilient. Il faut se rendre compte qu'on va continuer à avoir des grosses pluies. Je pense juste, parce que nous autres, on a la mesure, j'ai la mesure de la plus grosse pluie qui a eu l'été passé à la Valtrie, où on s'est retrouvé avec à peu près 150 mm de pluie en dedans de 12 heures. L'eau passait par-dessus les barrages. Oui, c'est ça. Parce que Donc, là, ce qu'on regarde, puis il va y avoir une première, puis c'est les utilisateurs payeurs. C'est vraiment ceux qui utilisent les barrages qui paient pour ça. Là, ce qu'on est en train de voir, un des barrages les plus importants qui se trouve sur la rivière Saint-Jean à la Valtrie. On va mettre, il va y avoir une caméra, puis également, on regarde à mettre des choses de lecture de niveau d'eau pour vraiment pouvoir réagir rapidement. Réagir vraiment en amont de... Il annonce tant, puis là, vraiment vérifier, puis on va pouvoir voir en continu vraiment le niveau pour pouvoir gérer les barrages. Évidemment, quand on est rendu à une pluie où l'eau passe par-dessus, ouvert, fermé, c'est un peu là mon point, ça c'est se donne qu'à plus. un moment donné, oui, c'est un barrage géré en circuit fermé par les utilisateurs payeurs, mais les conséquences d'un débordement ou d'un même d'un renversement de la structure, comme on avait à Monteville, ça amène des conséquences sur bien plus que juste les utilisateurs Ah, payeurs. définitivement. Les citoyens en bordure de ces rivières-là vont être affectés. Fait que c'était plus dans ce sens-là ma question, mais je suis content de savoir qu'il y a des... On en fait avec un. Puis là, c'est comme ça aussi, il faut dire. 8-4, c'est nomination du responsable des cours d'eau. Donc, la MRC est quand même en relation avec les personnes responsables. Comme la grosse pluie, la MRC, la Ville de la Valtrie, la MRC est en communication avec le gestionnaire de barrage. C'est ça. Peut-être Oui. juste préciser, là, ici, évidemment, c'est Stéphane là, qui suit le dossier. On a un coordonnateur des barrages, c'est-à-dire il y a un agriculteur là, retraité de Lanoret là, qui suit ça durant l'été, parce qu'évidemment, vous comprenez que certains agriculteurs veulent retenir les eaux pour pouvoir pomper. D'autres agriculteurs voudraient qu'on en laisse passer un peu pour qu'ils en aient. Donc, il y a toute une gestion. Il y a 12 barrages sur 3 bassins versants. Et puis, on a des opérateurs de barrages aussi, qui sont, la plupart du temps, des agriculteurs à qui on va donner l'instruction de monter ou de descendre, d'ouvrir les barrages. Donc, il y a toute une organisation autour de ça qui fonctionne bien. De la problématique qu'on rencontre, puis qu'on a rencontrée cette année, c'est qu'on a des pluies très fortes sur des territoires qui sont relativement restreints, mais c'est justement, c'est des petits bassins versants, puis là, on a des pointes énormes. Quand l'agriculteur qui, lui, sa mission, c'est de gérer son barrage, puis il arrive une journée, il est naillé, le barrage, on passe par-dessus. Il n'y a pas à avoir toute la volonté du monde. Est-ce qu'il y a une structure en arrière pour le supporter? Oh oui, nous autres, on est des opérateurs. Il y a plein de monde qui s'occupe de ça. Si, mettons, il y a un problème sur une structure, il y a des mondes locaux qui ne sont pas capables de rien faire cette journée-là, il y a un numéro de téléphone qui peuvent rejoindre en tout temps. Nous autres, tout est organisé en conséquence. Mais évidemment, le problème qu'on rencontre maintenant, puis là, ben, il y a c'est au niveau de la prévision. Là, il y a des lacunes. Quand on a eu, nous autres, on a eu une station météo tout près d'un agriculteur qui est une grosse station, parce que c'est des agriculteurs, disons, de grande envergure, là, dans ce coin-là. Et puis, on avait des prévisions de 80 mm de pluie. Nous autres, 80 mm de pluie, on était capable de vivre avec ça. Le barrage est ouvert un peu, parce qu'on savait qu'il s'en venait un coup d'eau, mais 80, ça va. 140, ça va plus. Et puis là, il y a une problématique au niveau des prévisions. Là, on a fait une entente avec Hydro-Météo également pour être mieux informé des précipitations, tout ça. Fait que c'est pas seulement une question d'ouvrir et fermer, c'est la prévisibilité là, qui devient problématique.
Parce qu'on ne peut pas ouvrir les barrages constamment parce qu'on a peur qu'il y ait de l'eau, parce que là, on va vider les réserves d'eau des agriculteurs, puis là, bon, c'est ça. Bon, c'est un équilibre difficile à trouver. Merci de la réponse. Excusez-moi du retard. Comme M. Villeneuve, qui, hein, on l'est tous, mais préoccupé par l'environnement. Puis souvent, les gens nous disent, mon Dieu, on a un problème, on n'a jamais vu ça. C'est sûr, dans une année, l'été passé, on a eu 2 pluies, que c'est des pluies qu'on appelle 0-100 ans. Autrement dit, cette pluie-là, on voit pas. On voit ça une fois par 100 ans. Un été, il y en a eu 2. Les pluies 0-100 ans. Évidemment que la capacité, à un moment donné, même si le barrage était ouvert, comme la rivière Saint-Jean, ça passait par-dessus. À un moment donné, la capacité n'est plus là. Donc, c'est bon, Mme Nolin? Ça fait plaisir. C'est bon, Mme Nolin, Oui, le 8-3? on s'est rendu au prochain. 8-4? Oui. Parfait. 8-4, c'est nomination, évidemment, du responsable des cours d'eau. Donc, c'est pour nommer notre responsable, M. Stéphane Allard. Donc, ça me prend quelqu'un proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot. À ma gauche. À ma droite. 8-5. Vidange, transport et disposition du contenu des fosses septiques des résidents isolés. Donc, c'est l'ouverture des appels d'offres du 26 février. Donc, c'est Saint-Gabriel de Brandon et Saint-Cléophas qui joint évidemment à la MRC parce que c'est un regroupement qu'on a ici à la MRC. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est un contrat pour 3 ans. Ah, c'est ça. OK. Oh, Madame Zérin. Ah, ben oui, c'est vrai. Donc, c'est un contrat de 3 ans. C'est octroyé, bon, c'est pour ces municipalités-là. C'est Vacuum Saint-Gabriel, le plus bas soumissionnaire conforme. Le coût, je dis bien, le coût approximatif, c'est 584 799,64, incluant les taxes, mais c'est selon le nombre, évidemment, de vidanges réels. Parce que les autres calculent le temps de vidange, tel coût de la vidange, ils estiment ça à temps, mais c'est chargé, évidemment, au réel. Fait que c'est bon pour tout le monde, donc ça prend proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal, là. À ma droite, à ma gauche. Sécurité publique, rien. Le point 10, rapport du préfet. M. Barthes? Oui. M. Barthes, qui est celui qui vérifie tout. Si vous avez bien l'auto électrique de la ville de la batterie à toutes ces rencontres-là, la MRC vous en remercie. Changement climatique. Voilà. Mais c'est peut-être le fun à dire, c'est parce que on a plus qu'une auto électrique et nous autres, on a un calendrier de réservation pour l'auto électrique. On peut réserver, M. Non, pas vous. Pas vous. Donc, ce qui me permet, évidemment, avec le service d'urbanisme, d'aller dans mon calendrier puis de réserver le véhicule électrique. Donc, ça doit faire à peu près 1 mois et demi que je viens tout le temps en véhicule électrique. Évidemment, pas de frais de déplacement. En plus, ben, conscience environnementale. Comme on dit, chaque petit geste compte. Oui. Faites bien pour l'environnement, M. le préfet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Gravel à ma gauche, à ma droite. Donc, 11 correspondances. Point 12, service incendie. Donc, évidemment, ça a été une grosse présentation mercredi la semaine passée, le 12-1. C'est le rapport 2023. Donc, schéma de couverture de risque. Donc, évidemment, ça, c'est une démarche annuelle obligatoire en vertu de la loi. Donc, c'est ce qui nous a été présenté. C'est vraiment le rapport annuel 2023 sur l'ensemble des interventions de notre service d'incendie. Donc, on a eu le rapport, ils nous en ont fait mention le mercredi passé. Donc, ça me prend un proposé par M. Pellemeur, appuyé par M. Turcot. Donc, à ma gauche, à ma droite. Contre, pour la même raison, et pas plus. Parfait. M. Bérard, peut-être vérifier. Ça aussi, par contre, je ne suis pas sûr, mais il laisse envoyer, André, à l'ensemble des municipalités? Ou il faut attendre pour l'adopter pour qu'il soit public? Non, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est un rapport c'est un rapport d'activité sur le schéma de couverture de risque actuel. De quelle façon on a répondu aux différents appels, dans quelle mesure rapport annuel. On était conforme.
Exact. Donc, ça, à ma connaissance, je ne sais pas, nous, on l'a transmis. Pas sûr. Mais le schéma, là, le prochain, oui, ça a été envoyé aussi aux directions générales. OK, parfait. Pour le prochain. Oui, ça a été envoyé, ça fait longtemps. Puis, OK, mais le rapport annuel, je suis pas sûr, M. Bérard, parce que Il est je envoyé suis pas sur sûr le que PNI. les municipalités, que chaque municipalité l'ont su, fait que c'est correct. Fait que ça, on avait fait oui, on a c'est bon? 12.2, donc c'est schéma de couverture de risque en incendie. Ça, c'est pour, évidemment, le nouveau schéma 2024-2034. C'est pour l'adoption du schéma. Et évidemment, super important, M. Bérard, vous avez participé à la séance de consultation, justement, pour une question de pointe d'eau. Donc, évidemment, c'est pour l'adoption du schéma, puis également du rapport de consultation. Dans le rapport de consultation qui était public, là, je ne me souviens plus de la date, c'est adopter le rapport, puis également, il y a eu des petites modifications faites au schéma de couverture de risque suite à l'intervention de M. Bérard, parce qu'il y avait une borne sèche qui était non fonctionnelle, puis qui était, comme M. Bérard disait, 1 mois par année, il y avait de l'eau un petit peu là. Donc, c'est important que dans le schéma, l'importance, c'est de dire la vérité. C'est ce qui nous donne l'immunité contre des poursuites. Donc, ça a été enlevé, M. Bérard, dans le schéma, ce que vous avez amené pour la pointe sèche, excusez. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Gravel, à ma droite. À ma gauche? Oui. Parfait. Je vais voter contre, monsieur. Parfait. 12.3. Acquisition d'un véhicule utilitaire. Donc, c'est le dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Donc, de mémoire, là, c'est un petit VUS. Donc, c'est un remplacement d'un plus vieux véhicule. Donc, l'appel d'offres, c'est Régent Laporte. Ça doit être automobile, Régent Laporte, j'imagine. C'est pour le service d'incendie, évidemment. Donc, le montant de 37 412 et 50. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal, à ma gauche, à ma droite. Fait. 8.4. Acquisition d'habits de combat à Réau, feu. Donc, comme tout le monde, vous savez, c'est un appel d'offres qui est regroupé pour les habits de combat. On est avec Repentigny. Donc, évidemment, le fait d'être regroupé, ça fait on réussit à avoir des meilleurs prix. Donc, chaque année, la MRC, on va en acquisition d'à peu près 9 habits de combat par année, selon l'appel d'offres qu'il y a eu. Donc, pour les 9 habits de combat, pour 2024, 27 504, excluant les taxes. Donc, il faut bien comprendre qu'un habit de combat, évidemment, ça a une durée de vie limitée, mais c'est quand même 3 000 $ par habit de combat. Et pour ne pas avoir à l'échanger tout au complet la même année, on acquiert 9. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Oui, M. Bérard. C'est dans le budget, ça, ce montant-là? Oui. Oui. 12.5, lancement d'appel d'offres public, acquisition d'un camion-pompe. C'est l'acquisition d'un camion autopompe pour la caserne de la Valtrie. Évidemment, c'est un camion autopompe. Dans les dates, là, je suis moins sûr, mais c'est un vieux camion autopompe 2001, je pense. Évidemment, ça fait 2 fois qu'on fait le moteur dans ce camion-pompe-là. Et la problématique, c'est que à cette heure, il n'est pas heavy duty, donc c'est un camion-pompe qui est non utilisable, donc c'est un nouveau camion-pompe. Et on part un appel d'offres tout de suite, je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, les délais de livraison peuvent aller d'1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pour avoir un prix aussi abordable. Exact, parce que ce qui est important, c'est qu'on pouvait aller vraiment commander un camion-pompe avec des spécifications très précises. Le coffre, on le veut là, on veut ça là. Mais si on y va sur ce qui est déjà dans les chaînes de montage, on sauve beaucoup d'argent. Ce que le service d'incendie nous disait, on va s'arranger pourvu qu'il y ait un moteur, puis que ça soit un bon camion autopompe, que je dirais que ça soit placé là ou là, ils disent on va s'arranger avec ça. On risque de sauver beaucoup d'argent, puis de se dépêcher à y aller parce que à tous les ans, l'augmentation des véhicules incendie, c'est épouvantable. C'est pour ça qu'on y va dessus. Donc, ça me prend proposé
par M. Bellemare, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Fait. Donc, les points 13, période de questions. Monsieur, j'ai une question. Lorsqu'on nous a annoncé à Sainte-Élisabeth qu'on n'aurait pas de pompe, Oui. et ça viendrait fatiguer. Est-ce que, quand vous avez considéré tout ça, est-ce que vous avez considéré aussi pour les gens de la municipalité, au niveau des assurances, c'est quoi qui va arriver au niveau des assurances des particuliers là-dedans? Est-ce que ça avait été considéré? Non, parce que ça n'a aucun impact. Parce que ce qu'il faut comprendre, vous avez des pompiers en ce moment, comme je dirais la plupart des municipalités ici, à la MRC de Dautrey. En ce moment, à la caserne de Sainte-Élisabeth, vous avez 5 pompiers. Faire attention, dans notre réglementation, puis là, vous pouvez me corriger, dans notre réglementation, le pompier doit se trouver à moins de 12 km de la caserne. Donc, un pompier volontaire n'est pas nécessairement obligé de rester dans la ville de Sainte-Élisabeth. Il doit être dans le secteur. En ce moment, vous avez 5 pompiers. Ce qui a un impact sur les assurances, les propriétés, c'est les bonnes fontaines. Quand une bonne fontaine, vous savez, les assurances disent tout le temps, est-ce que vous êtes à moins de 8 km d'une caserne? 8 km de la caserne, si vous êtes à plus de 8 km, il peut avoir un impact. Mais votre caserne, c'est quelqu'un qui se trouve en dedans de 8 km, il y en a des pompiers, on en a 5 chez vous. Donc, la caserne est là, il y a un camion, c'est fonctionnel. Quand vous vous trouvez un citoyen qui se trouve à plus de 8 km, comme chez nous, à la grandeur que ça a, il y en a qui sont à plus. Là, il y a un petit impact. Mais, ce qui a vraiment un impact, c'est quand ils vous demandent, êtes-vous à moins, puis là, je ne me souviens plus de la distance d'une bonne fontaine, 1000 pieds d'une bonne fontaine. Chez vous, je pense qu'il y a 18 bonnes fontaines, mais les bonnes fontaines, évidemment, pas de la faute, là, puis c'est pas de la faute de la municipalité, la pression n'est pas assez forte. Donc, dans notre schéma de couverture de risque, évidemment, on le dit, il y a 8 bonnes fontaines, il y a 18 bonnes fontaines, mais non conformes. Puis on le comprend pourquoi ça ne suffit pas en pression. Là, je vous dis ça de mémoire, 1500 litres à la minute là, de mémoire. Donc, dans le schéma, c'est marqué. Donc, ça a un impact. Parce que la personne qui se retrouve à moins de 1000 pieds de la bonne fontaine, puis qui a son assurance, oui, j'ai une bonne fontaine à 500 pieds de chez nous. Faire attention, la bonne fontaine, non. Parce que dans notre schéma, elle n'a pas le débit nécessaire. Mais vous savez, ce qui est important dans ça, là, c'est la couverture. C'est le temps d'intervention. Hein? Puis ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir intervenir pour sécuriser les gens. Et Sainte-Élisabeth, vous avez installé une borne sèche en pleine ville, qui est parfaitement fonctionnelle. Et évidemment, quand les pompiers interviennent, ils savent exactement son où. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un territoire où on a beaucoup d'endroits qui n'ont pas de bonne fontaine. Donc, on a un service d'incendie qui est vraiment en mesure d'intervenir dans un endroit où il n'y a pas de bonne fontaine. J'ai même, nous autres, un secteur où il y a 650 propriétés à la Valtrie où il n'y a pas de bonne fontaine, c'est une bonne sèche. Donc, mais ce qui est important de savoir, la journée que l'alarme sonne, c'est l'entraide. Même sur mon territoire, moi, il y a des pompiers temps plein Joliette, puis ça, là, c'est vraiment dans le plan d'action. Dès que l'alarme sonne, Joliette s'en vient chez nous. La Valtrie, il va. Comme chez vous, c'est beaucoup Saint-Félix. Saint-Félix, on a des pompiers temps plein. Donc, Saint-Félix, c'est à 10 minutes de chez vous. Donc, la mobilisation de Saint-Félix à intervenir. Mais pour le but de votre question, non, ça n'a pas rapport. Il n'y a aucun impact de dire pompier temps partiel, pompier temps plein. Ça n'a aucun impact sur les primes d'assurance. Là, on va vous poser une question. Allez-y. Parce que quand je vais dans des congrès, plusieurs entreprises, je ne sais plus, il y en a une qui vendent des tuyaux, à Terrebonne, ils prennent des parkings, puis
il met tous ces tuyaux-là, puis il récupère tout. Pourquoi que, moi, ce que j'aimerais, c'est que la MRC fasse la pression auprès des gouvernements, OK, pour, quand on parle des cultivateurs qui sont loin de tout le monde, mettre des pressions pour que le gouvernement puisse financer les cultivateurs, avoir ces bassins de rétention d'eau, qu'on peut récupérer des terres qui coulent, qui s'en vont dans les fleuves, qui s'en vont partout. Ça pourrait être des belles bonnes sèches aussi, au niveau des cultivateurs. Mais, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais ce qu'il faut, puis ça peut être bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est avec le service d'incendie ici, la force de frappe, quand ils savent, indépendamment de où se trouve la bonne sèche, le débit d'eau qu'ils doivent fournir pour un incendie aux 30 minutes, on est capable, sans arrêt, avec les citernes qu'on a, parce que les camions autopompes aussi ont des réserves. Donc, quand ils interviennent, vous vous retrouvez avec 1 ou 2 camions citernes, tout dépendant de l'ampleur du feu, puis ils font une rotation, puis ils s'en vont, puis il y a quelqu'un à la bonne sèche qui remplit le camion. Donc, même dans ces situations-là, quand le service d'incendie arrive, puis ça, indépendamment de notre territoire, la force de frappe et le débit d'eau, on l'a complètement. Du fait de comment notre MRC est organisé, parce qu'on a tellement d'endroits qui n'ont pas de bonne fontaine, que les pompiers nous le disent. Je vais vous donner un exemple. On a eu une coupée d'eau chez nous. La coupée d'eau importante à l'usine de filtration. Il n'y avait plus d'eau à la Velletrie. Les bonnes, il n'y a plus aucune bonne fontaine qui fonctionnait. Puis de rentrer en communication, puis ça, c'est une bonne question. Puis de rentrer en communication avec le service d'incendie, dire là, vous faites quoi, là? Puis le service d'incendie m'a répondu il n'y a aucun problème. On a le débit d'eau pour arroser pendant des heures avec les camions citernes. La Norée s'en vient chez nous. Nous autres, la Velletrie peut s'en aller chez vous. La force de frappe pour arroser complètement là. C'est important à savoir, c'est une bonne question. Ma question, c'est au niveau des pompiers aussi. Au niveau de l'environnement, moi, là, je suis un demeure, il y a des terres, des fans, des chevaux de poulet d'eau. C'est hallucinant la panne d'eau qu'on peut avoir. Chez nous, là, je me suis ramassé 5 litres d'eau avec la couverture dans mon garage. 2 pluies, c'est bien fait. Imaginez-vous toute l'eau qu'on perd, qui coule ces terres, s'en va directement ailleurs, dans le fleuve et tout ça. On pourrait aller utiliser. Puis, je ne sais pas, là, mais au niveau des MRC, là, quand on parle d'environnement, on parle, on va manquer d'eau, on va faire ci, on va faire ça. Je ne sais pas, là, c'est peut-être une solution de faire des pressions auprès du gouvernement pour essayer de trouver un plan d'action pour qu'on puisse récupérer ces eaux-là. C'est du vrai gaspillage qu'on fait. Bien, vous savez, c'est une bonne idée. Puis, c'est pas. Moi, je vois peut-être plus ça dans notre plan climat. C'est peut-être une bonne idée à regarder dans le plan climat. Ça, bien, ça peut être une bonne idée. Parce que dans le plan climat, on en parle, vous savez, on le fait un petit peu, là, les barils récupérateurs d'eau, mais plus pour les périmètres urbains. Bien, ça devrait être encore. Ça devrait être beaucoup plus, parce qu'effectivement, il y a une perte là qui se fait. Oui, effectivement. Fait grand plaisir. Autre question? Monsieur Bérard. Est-ce que vous pouvez me faire parvenir les documents du plénier et en même temps de... Excusez, M. Bérard, je n'entends pas bien. Est-ce que vous pourriez me faire parvenir les documents du plénier de la semaine dernière que je n'ai pas, ainsi que les documents de ce soir, là, comme tel, s'il vous plaît? Monsieur Bérard, il n'y a aucun problème. Mais avec la problématique qu'on a eue, vous pouvez parler à Mme Nolin, il faudrait y donner un courriel ou est-ce qu'on est capable de vous l'envoyer? Bien, M. Bérard, vous me faites signe de non. Je suis capable d'envoyer ça autrement par courriel. M. Bérard, attendez un peu. S'il vous plaît, tout le monde, j'aimerais ça qu'on n'intervienne pas tout le monde en même temps. Ben oui, c'est ça. Ben c'est vrai, en même temps, ils sont sur la clé USB. Vous pouvez prendre la clé USB. Exact, c'est ce que je m'en allais dire, M. Bérard. Ils sont sur la clé USB, vu que vous ne pouvez pas donner un autre courriel où on peut vous rejoindre, vous pouvez la prendre sur la clé USB. En passant, on va voir quand on va régler le fameux problème. Vous avez, M. Bérard, il va y avoir une rencontre la semaine prochaine
avec le directeur des télécommunications, M. Morin, votre directeur général et M. Tremblay. Mercredi prochain, on va avoir une rencontre ensemble pour démêler ça. Parce qu'on comprenait bien, M. Bérard, la protection de la MRC est hyper importante dans toutes ces données. Donc, évidemment, on ne peut pas ouvrir la porte tant qu'on n'a pas pris un système sécuritaire, on ne dit pas en amont, mais plutôt en aval. En aval de la rentrée de vos courriels pour s'assurer qu'il n'arrive rien ici à la MRC. En amont. En amont. En amont. C'est ça. Absolument, je suis en amont. Mais vraiment, vous, vos courriels rentrent là, la boîte sécurisée est là, il faut mettre un système de protection avant qu'on puisse ouvrir la porte. Ça, c'est clair. On ne peut pas se permettre, puis vous savez, l'ensemble des serveurs de notre MRC, on ne peut pas se permettre d'avoir une intrusion. Donc, prenez la clé USB, puis il y a ça dessus, puis je vous le répète, s'il y a des documents, vous ne les recevez pas, M. Bérard, vous m'appelez, vous appelez M. Tremblay, on va s'arranger autrement, comme avec la clé USB qu'on a fournie avec le portable. C'est bon? Donc, levé de l'Assemblée, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Barthes, à ma gauche. Hey, c'était ma dernière en plus. À date, j'étais quand même pas pire. À ma droite. À ma gauche. Parfait. Merci beaucoup tout le monde.